donc c'était au mois de mars, février-mars. J'avais cherché à essayer d'avoir une grille de lecture de ce qui allait se passer, vous savez, pour essayer de garder une position un peu neutre, en fait, pour pas me faire embarquer, parce que je sais que dans ces situations-là, vous savez, j'avais vécu déjà un phénomène qui était assez puissant, qui était le phénomène des émanations qui avait eu lieu à l'Arche-2 en 2000. C'est une crise qui avait touché le bâtiment avec des suspicions d'intoxication des agents par une espèce de gaz. Ça avait créé une crise absolument incroyable. Et j'avais pu expérimenter à cette époque le fait que on peut partir très vite en fait dans la panique. Donc il suffit qu'il y ait des informations qui arrivent, vous êtes un peu fatigué, hop, vous vous faites embarquer complètement, parfois dans des, euh, des hypothèses qui sont en fait complètement farfelues, mais c'est l'ambiance générale qui fait que vous pouvez vous laisser embarquer. Donc euh, c'est une leçon que j'avais tirée de cette crise-là à l'époque. Là, je me suis dit, ça serait bien que je trouve quelque chose qui me permette en fait à chaque fois de me raccrocher euh, dans une posture, en fait, et de me protéger en quelque sorte contre toutes sortes d'informations qui pouvaient arriver. Puis vous avez vu que les informations dans cette crise-là, elles sont arrivées de tous les côtés. On va y revenir. Et donc j'ai utilisé un, un livre euh, qui, qui expose en fait la théorie de la complexité. Et c'est un livre que j'utilise pour faire des cours en santé publique, qui ne sont pas du tout dans le cadre de la gestion de crise, mais plutôt dans le travail, vous savez, de prise en charge des situations complexes en médecine, notamment les personnes âgées polypathologiques, et qui expose ce que c'est la complexité, comment on travaille dans le cadre de la complexité, ce qui a donné comme type de dispositif ce qu'on appelle les MAIA, par exemple pour la maison, pour la gestion des patients atteints de maladie d'Alzheimer. On sait qu'il y a des cas dits complexes, et donc en fait, toute la construction de ce dispositif est basée sur ces notions de complexité et de travail en situation de complexité. Donc, pour entrer... Merci Christian de mettre en plein écran ton présentation diaporama. Elle est en plein écran chez moi. Ah. Et chez vous, non? Le diaporama? Ouais. Et moi, chez moi, c'est plein écran, là. Diaporama, ok, chez nous, non. Et vous voyez quoi, là, en fait toutes les diapos, enfin la partie gauche de toutes les diapos, donc ça diminue l'expo de la diapo de présentation. Voilà. Je vais voir si je peux retirer la partie gauche. C'est mieux. Non. Et non, là ça, c'est pas diapo. Non, peut-être. Oui, ça va. Moi, je suis en plein écran, là. Ok, parfait. Ok. Donc ça, c'est le livre dont je vous parlais. Donc c'est pour vous dire que ce que je vais vous raconter là, ça va durer à peu près une trentaine de minutes maximum. Ça vient de ce livre qui s'appelle Des réseaux responsables de leur population. Et c'est un livre qui vient du Québec et qui est écrit par Denis Roy, Eric Litvak et Fred Paco. Et donc, c'est un livre très, très intéressant, je vous conseille. Bon, lui, il traite vraiment de l'approche populationnelle et de la prise en charge des pathologies chroniques, en fait, en santé publique. Donc, voilà. Donc, première étape, on va essayer de revenir sur cette notion de complexe, compliqué et simple. On va faire très rapidement. Et après, on va voir comment on fait pour savoir si on est en situation complexe ou pas. Donc, en fait, ce qu'on appelle un problème simple, une question simple, c'est quelque chose qui n'a pas d'incertitude dessus, c'est-à-dire qu'on est quasiment certain du résultat. L'exemple qu'on prend, c'est une recette de cuisine, par exemple, pour faire un gâteau. Quand n'importe qui peut prendre une recette pour faire un gâteau, enfin, un gâteau assez simple, et on est à peu près certain à l'arrivée de pouvoir manger un gâteau à peu près correct. Vous êtes d'accord là-dessus, je pense. Une bonne recette, si on la suit, on est quasiment certain du résultat. Alors, la situation qu'on appelle compliquée, c'est par exemple envoyer une fusée dans l'espace. Donc là, on sait que c'est très technique. Ça demande d'assembler beaucoup d'éléments très techniques. Mais si on suit bien le mode d'emploi, il y a aussi une grande certitude sur le résultat, c'est-à-dire que la fusée, elle va décoller, elle dépose son satellite, et puis en général, elle revient. Et il n'y a pas, dans de très rares cas, ça peut exploser, mais enfin, en général, ça fonctionne bien et il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas d'incertitude non plus. En revanche, quand on rentre dans la situation, ce qu'on appelle dans les problèmes ou des situations complexes, ce sont des situations qui sont marquées par l'incertitude
Et l'exemple qu'on donne, c'est élever un enfant. Donc, vous connaissez sûrement des gens qui vous ont dit écoutez, j'ai eu un premier enfant, ça s'est très très bien passé, il a été très sage, c'était formidable, très bon élève à l'école, il a fait des études, enfin bon, bref, c'était un bonheur. Et puis après, j'ai eu un deuxième enfant, j'ai tout fait pareil, mais alors ça a été une catastrophe. Et il nous en a fait voir de toutes les couleurs. C'est le contraire du précédent, quoi. Donc là, vous voyez, des gens qui ont utilisé les mêmes méthodes ont pourtant obtenu des résultats différents, qui liés au fait que chaque individu est différent et qu'évidemment, parfois ça se passe bien avec un premier enfant, puis ça se passe moins bien avec le deuxième. Parfois ça se passe bien aussi avec les deux, hein. Mais donc il n'y a pas de certitude. On ne peut pas dire parce que j'ai fait comme ça, je suis sûr que mon deuxième enfant, il va suivre le même chemin et tout se passera aussi bien qu'avec le premier. Et donc c'est ça qui caractérise la situation complexe, c'est qu'elle est marquée par l'incertitude. On n'est pas sûr du résultat. Puis vous voyez qu'il y a une dernière zone ici qui est chaotique. Alors chaotique, là, c'est vraiment quand Alors, Christian, on est toujours sur sur le livre. Ah, mais comment ça se fait, ça? Ben, écoute, je ne sais pas comment faire, alors, hein. Alors, en fait, s'il y a plusieurs Voilà, écrans… bravo. Là, c'est bon comme ça, alors? Excellent. Bon, bah, écoute, je ne suis plus en plein écran, mais bon, c'est pas grave. Ça va marcher comme ça. Donc voilà, je reviens donc sur les situations simples, compliquées, complexes. OK, vous avez, ça, c'est bon. Et donc, vous avez la dernière zone ici qui est chaotique. Donc, vous savez, chaotique, c'est vraiment quand il n'y a plus rien, quoi. Donc, l'exemple le dernier que j'ai entendu qui me semblait correspondre vraiment à ça, parce que la personne, l'employé, c'était en 39, hein, la défaite française, avec tous les gens qui partent sur la route, il n'y a plus d'État français, il n'y a plus rien, quoi. Donc là, c'est une catastrophe. Alors, pour savoir quand est-ce qu'on est dans une situation de complexité, donc on utilise ce diagramme qui s'appelle le diagramme de Stacey. Et donc, il a en abscisse ici le degré de certitude. C'est-à-dire, à gauche, là, on est vraiment près de la certitude, on est sûr. Et puis à droite, là, on n'est pas sûr du tout, on est très loin de la certitude. Et donc, je ne sais pas si vous me direz, hein, si vous êtes d'accord avec ça, mais enfin, on peut dire que si on l'applique à l'histoire de la Covid, l'épidémie de Covid, eh bien, on est bourré d'incertitudes. En fait. Personne ne sait vraiment ce qui va se passer. C'est un nouveau virus. Au tout début, en tout cas, on ne connaissait pas du tout, hein, donc on ne savait pas du tout ce que ça allait pouvoir donner. Et donc, il y a beaucoup d'incertitudes sur tout ce qui est dit d'ailleurs aussi, hein, sur la perspective des traitements. Voilà, on sait finalement assez peu de choses. Et puis alors en ordonnée, vous avez le degré de consensus. Alors le consensus, on peut prendre les consensus entre experts. Et là aussi, hein, vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, mais on a plutôt l'impression quand on entend les différents experts, notamment dans les médias, qui ne sont pas vraiment d'accord entre eux. Et ça, c'est vrai depuis le début. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui disaient je trouve qu'on en fait trop avec cette histoire-là, d'autres qui disaient sur les mêmes plateaux, hein, moi je trouve qu'on n'en fait pas assez. Il y a des gens qui vous ont dit non, il faut confiner, d'autres qui disent que ça ne sert à rien. Des gens disent qu'il y a des traitements, d'autres disent qu'il n'y en a pas. Enfin, vous voyez, c'est pratiquement sur toutes les questions. Au début avec les masques, hein, alors c'était un cas d'école, là, hein, là on vous a dit que ça ne servait à rien, alors d'autres disaient que si, ça servait, ou après que si, c'était très important, et un peu pareil avec les tests, enfin vraiment quasiment sur tous les sujets, on peut dire qu'on a plutôt assisté à une querelle d'experts et pas du consensus. Et donc, quand on a aussi peu de consensus et aussi peu de certitude, vous voyez, on est dans cette zone de complexité. Alors pourquoi c'est important de le reconnaître, qu'on est dans une zone de complexité? Parce que du coup, ça va nous amener à envisager des méthodes pour gérer cette complexité qui sont différentes des méthodes qu'on utilise classiquement quand on est en situation plus simple, hein, en situation de paix, on va dire. Il n'y a pas de crise. Donc là, il y a toute une série de procédures, hein, qu'on a tous. Il y a des règles, il y a des conduites à tenir, il y a des recommandations, il y a des bonnes pratiques. Donc, tout ça, on l'applique en temps normal et ça fonctionne plutôt bien. Mais quand on se trouve en situation complexe, c'est-à-dire avec pas de certitude et pas de consensus, à ce moment-là, ça ne marche plus. Et donc, il faut utiliser d'autres méthodes. Donc, on va regarder ça. Et donc, toutes ces méthodes-là vont viser à essayer de nous ramener, hein, dans la zone plutôt compliquée ou simple. Donc, de quitter cette zone de complexité pour essayer d'y voir clair. Alors, je vais changer les petits diapos. Ça marche? Vous voyez la suivante? Oui, Christian. Okay. Alors là, vous voyez, c'est un résumé en anglais, mais ça reprend exactement ce que je viens de dire. Donc, dans les zones simples, vous voyez, on est dans les bonnes pratiques.
Quand on est dans les zones compliquées, on utilise les meilleures pratiques, et là, c'est les bonnes pratiques cliniques, mais quand on passe dans la zone de complexité, on est plutôt dans des pratiques dites émergentes, c'est-à-dire qu'on va chercher vraiment à innover, et on va voir un peu comment on va passer ça. Voilà, alors, donc si tout le monde est d'accord là-dessus, si vous partagez ce diagnostic, en fait, que de dire, bah oui, effectivement, la Covid, ça correspond assez bien à ça, c'est-à-dire très peu de certitude, très peu de consensus. Alors voilà comment on peut essayer de faire pour essayer de revenir à quelque chose de plus simple et d'essayer d'y voir clair. Donc la première étape, la première phase, c'est d'essayer d'augmenter évidemment le degré de certitude et d'accord. D'accord? Bon. Alors là, il y a deux éléments qui sont très importants. La première, donc, c'est d'adopter une vision commune de ce que nous voulons faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse partager ensemble une vision un peu idéalisée, presque, hein, peut-être même utopique, sur le résultat qu'on va obtenir. Donc, si on l'applique au Covid, c'est ce que j'ai essayé de formuler là. J'ai pris un exemple. Vous voyez, s'il y a une troisième vague, on pourrait imaginer une vision qui serait pas de déprogrammation ou aucune déprogrammation au CHU de Nice. Donc, on pourrait dire, mais c'est très optimiste, ou ce ne sera pas possible, c'est pas grave. Hein, la vision n'a pas besoin d'être, on va dire, atteignable. C'est plutôt quelque chose d'utopique, c'est quelque chose d'idéal. Et c'est très important parce que si on arrive à la partager, du coup, on a au moins une direction commune, c'est-à-dire une direction dans laquelle aller tous ensemble. S'il n'y a pas de vision, et dans le cas de la complexité, vous savez, on est un peu comme dans le brouillard. Imaginez-vous dans un épais brouillard, c'est-à-dire on ne voit rien du tout. Et puis on est ensemble, et puis il y en a un qui dit bah, moi je vais aller devant, puis il y en a un autre qui va dire bah, non, moi je pense qu'il faut plutôt aller derrière. Vous voyez, il n'y a pas de consensus. Et puis, de toute façon, personne ne sait ce qu'il y a tout autour. Et puis un troisième va dire non, mais moi je sais encore de l'autre côté que je veux aller. Donc là, ça divise les gens, et donc chacun part de son côté. Et puis finalement, on aboutit à pas grand-chose. Par contre, si on se met d'accord entre nous, puis on dit, bah, écoutez, sur la base, le peu de choses qu'on sait, c'est peut-être devant qu'il faut aller. Donc, du coup, et on peut peut-être atteindre, au-delà du brouillard, un but qui nous paraît voilà, peut-être idéal. Alors, on peut développer la stratégie. Donc, c'est ça qui est très important, c'est qu'une fois qu'on a fait la vision, on peut bâtir une stratégie. Et cette stratégie, après, on va la suivre ensemble et ça va être notre fil directeur. Et ça permet déjà de sortir vraiment de cette situation très, très inconfortable où tout change tout le temps. On vous dit une information un jour, puis après, on vous dit le contraire le lendemain. On vous dit que c'est grave, après, on vous dit que c'est pas grave, puis c'est à nouveau grave. Et où vous pouvez vous faire embarquer là-dedans en disant peut-être que j'étais trop optimiste. En fait, c'est très, très grave. Donc, vite, 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 il faut faire quelque chose, vous voyez, puis on part un peu dans la panique. Alors, l'exemple, si on revient sur l'exemple de la vision et qu'on regarde après la stratégie, ce que ça pourrait donner. Hein. Donc, c'est juste un exemple, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on a pour l'instant mis en place vraiment au CHU de Nice. Hein, c'est pour essayer de vous montrer comment ça se concrétise. Vous voyez, donc, si je dis, bon, ben, moi, j'imagine que s'il y a une troisième vague, ben, on n'arrivera à faire aucune déprogrammation au CHU, donc, ce qui sera formidable pour tout le monde. Quelle stratégie je peux utiliser pour faire ça? Mais par exemple, concentrer la prise en charge sur un seul site, hein, pour pas gêner les services, par exemple, qui seraient sur Pasteur 2. Peut-être que je peux optimiser le suivi en ambulatoire. Et donc là, je peux faire renforcer le lien entre CHU et plateforme territoriale d'appui, donc le C3S, qui travaille sur le territoire de la métropole et dont la mission est de maintenir les gens à domicile. Donc, est-ce que je peux l'appliquer à la question du Covid? Et si oui, voilà, comment je peux mettre ça en pratique? Peut-être avec des numéros dédiés pour que les médecins généralistes soient vraiment en lien avec les médecins hospitaliers. Je peux certainement renforcer les relations publiques-privées. Et puis, je peux innover aussi au sein de l'hôpital, par exemple, en disposant de lits pour l'oxygénothérapie intensive. Vous voyez? Donc, ça serait ça la stratégie. Donc, on travaillerait à essayer de mettre en place de façon très pragmatique et concrète ces quatre éléments-là. Encore une fois, c'est un exemple que j'ai fait comme ça. C'est pas pour l'instant un exemple
qui est réelle, hein, mais c'est ça que ça veut dire, la stratégie, hein, c'est voilà, on dit c'est ça qu'on peut faire, et on est d'accord là-dessus, donc on va y travailler, et c'est pas facile, hein. Par exemple, optimiser le suivi en ambulatoire, bah, ça va pas de soi, moi là, par exemple, j'ai essayé d'arrimer la plateforme C3S au service d'infectiologie, j'y suis arrivé, mais ça m'a pris quand même 2 mois. Et je sais que les relations public-privé, ben, c'est pas facile non plus. On ne peut pas le faire en situation de crise, donc ça serait bien qu'on arrive à le préparer pour ne pas se retrouver à être obligé de le faire vraiment en urgence. Donc vous voyez, la première étape, c'est la vision. Ça demande à ce que les gens puissent se réunir, discutent entre eux et se mettre d'accord, si c'est possible, en disant, ben voilà, c'est plutôt dans cette direction qu'on va, et voilà la stratégie qu'on pourrait mettre en place pour y arriver. Deuxième étape au niveau de d'accroître d'augmenter le degré de certitude et de consensus, c'est d'accroître nos connaissances et notre compréhension du problème. Et ça passe par la constitution de bases de données, d'observations, qui permettent de décrire ce qui se passe. Donc c'est par exemple l'histoire de la maladie, dont les gens sont contagieux pendant un temps, après ils sont dépistés, puis après ils sont pris en charge. On peut identifier les facteurs de risque. Et là, donc, on a des outils, hein, notamment au niveau de l'hôpital, ou sur des bases de données hospitalières, on peut vraiment décrire ce qui se passe, qui sont les gens qui arrivent à l'hôpital, dans quel état ils sont, qui va passer en réa, quelles sont les personnes qui vont décéder, pourquoi, est-ce qu'il y a des évolutions qui sont différentes en fonction du type de prise en charge ou en fonction de stratégies thérapeutiques, vous voyez? Donc, il faut vraiment arriver à mettre en place très rapidement des bases de données, des informations qu'on va regarder quasiment en temps réel, quoi. Vraiment, c'est pas pour les faire dans 6 mois, c'est pas pour que non plus une personne travaille dans son coin et puis envoie ça dans une revue en langue anglaise que personne ne va jamais lire, enfin en tout cas chez nous. Et non, c'est des données qui doivent être utilisées tout de suite dans le cadre de la prise en charge pour essayer d'adapter toutes les stratégies thérapeutiques, diagnostiques, etc. Et ça doit permettre aussi donc d'apprécier, de comparer les performances respectives des mesures préventives. Telle mesure qu'on a mis en place, est-ce qu'effectivement on peut mesurer un effet par rapport à ça? Et puis, moi, pour moi, ça c'est un élément très important, c'est aussi d'avoir des données locales. C'est-à-dire, ça nous intéresse d'avoir les données des gens qui sont à Nice, par exemple. Les gens qui sont à Paris ou à Nancy ou à Lille, c'est sûrement intéressant de savoir comment ça se passe là-bas. Parce qu'on doit partager, on va le voir, on doit partager des connaissances et des expériences, mais nous, ce qu'on veut vraiment, c'est les patients qui sont chez nous, quoi. Qui sait comment ils évoluent, etc. Donc, c'est un enjeu, là, en fait, pour le faire, c'est parce que c'est pas si évident. Et vous regarderez qui, en France, présente des données comme ça à partir de données hospitalières, et qu'est-ce qui véhicule comme message à partir de ça. Mais de là, vous avez, par exemple, beaucoup d'éléments qui sont sortis. Par exemple, quand les gens ont identifié l'anosmie, la gueusie comme des signes qui pouvaient être prédictifs d'une infection, ça, c'est venu d'observations hospitalières. On a vu que les gens avaient perdu le goût et l'odorat. L'histoire de l'hypoxie, en fait, vous savez, les gens qui arrivaient lors de la première phase, qui arrivaient dans les services hospitaliers, puis très rapidement, ils décompensaient et passaient en réanimation. C'est grâce aux données hospitalières qu'on s'est rendu compte qu'en fait, souvent, ils étaient déjà malades au niveau du poumon, bien avant d'arriver à l'hôpital, tout ça sans avoir d'essoufflement. Donc, ils ne se sentaient pas essoufflés, mais ils étaient néanmoins déjà atteints très gravement au niveau du poumon. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il faut bien les prendre en charge beaucoup plus tôt. Donc, tout ça, c'est les données hospitalières qui ont montré ça. Et bon, là, je n'ai pas le temps de tout vous décrire, mais c'était extrêmement riche. Comme peut l'être aussi, par exemple, l'analyse des causes de décès sur Nice. Si on regarde, c'est Kevin qui est en train de faire ce travail, mais si on regarde les patients décédés par la deuxième phase, c'est-à-dire je crois qu'il y a une cinquantaine de patients, la moyenne d'âge est de 84 ans. Donc là, ça vous donne quand même un niveau d'information sur quelles sont les personnes qui décèdent et du coup, quelles sont les mesures qu'on doit prendre pour essayer de limiter ça si c'est possible. Et donc là, on va avoir sur les décès beaucoup plus d'informations. Là, je vous donne juste les premières données qu'on a.
et qui sont tout à fait cohérentes aussi avec ce qui s'est passé lors de la première phase où la moyenne d'âge était de 82 ans. Donc ça, c'est donc les deux premières grandes mesures, hein, la vision et les connaissances, l'observation de ce qui se passe, notamment à travers des bases de données. Ensuite, on a toute une série de mesures donc, qui sont vraiment très intéressantes et qui sont assez simples en fait, à mettre en place et qui se regroupent sous l'intitulé, vous voyez, encourager la créativité et les comportements adaptatifs. Donc ça veut dire qu'il va falloir être créatif en fait. Donc vous vous rappelez, hein, je vous disais, quand on est en situation classique, on utilise les procédures qu'on utilise habituellement, les bonnes pratiques, les recommandations, l'HAS et tout ça. Mais quand on est en situation de crise, sans consensus et sans certitude, alors là, il faut être inventif, il faut être créatif. Il faut s'adapter, en fait. Donc, on va regarder ces séries de mesures, puis je vais les commenter brièvement. Donc, la première, elle est assez simple. Elle dit qu'il faut guider avec des règles minimales, c'est-à-dire qu'en fait, pour faire simple, hein, il faut simplifier les procédures. C'est-à-dire que là, on ne peut pas être, vous voyez, si je dis, tiens, je vais monter une base de données, on va me répondre, oui, mais d'accord, mais il faut que tu fasses une déclaration à la CNIL, puis un truc RGPD, et puis après, il faut qu'on réfléchisse sur la notion d'entrepôt de données, donc il faut qu'on fasse une demande d'hébergement, etc. Vous voyez, les procédures qu'on a habituellement sont tout à fait OK, hein, mais qui, dans la situation de crise, vous savez que ça va vous prendre 2 ans, vous voyez, pour monter le truc, et donc vous aurez peut-être l'autorisation de monter votre base de données une fois que tout sera terminé. Donc là, ce n'est pas très opérant, on va dire. Donc, il faut qu'on puisse trouver d'autres façons de faire, plus simples. Donc, on simplifie les procédures. Donc là, par exemple, ça peut être, bon, on fait une extraction tout de suite de la base de données, et puis on va remplir les papiers après, mais au moins, il y a des gens qui peuvent déjà commencer à regarder les données et informer, notamment les cliniciens, par exemple, de ce qui se passe avec les malades, voilà, comment ça évolue, tout ça. On peut imaginer, oui, la même chose, si je vous donne un autre exemple, plus national, c'est quand il y a eu les tests de dépistage qui sont arrivés des États-Unis, bon, on a dit il faut qu'on les accrédite à nouveau, selon la procédure standard qu'on utilise en France, donc ce qui va prendre quelques mois. Et donc, pendant quelques mois, on s'est privé de ces tests-là. Bon, on peut, dans ces situations exceptionnelles, de dire, bon, pour ce test-là, sachant qu'ils ont été accrédités aux États-Unis, que les États-Unis sont quand même des pays très sérieux, bon, on va estimer tout de suite qu'ils peuvent être autorisés en France, quitte à de toute façon vérifier après hein, qu'ils sont bien opérants. Mais vous voyez, on simplifie la procédure de façon à ce qu'on ne se retrouve pas en situation difficile parce qu'on n'a pas de test et que ça met du temps vous voyez, à faire les choses. Donc, il y a cette notion qu'on peut essayer de simplifier un certain nombre de procédures pour être plus efficace. La deuxième approche qui est très intéressante, puis alors pour celle-là, pour le coup, elle existe déjà dans les Alpes-Maritimes, c'est ce qu'on appelle développer les relations et faciliter la collaboration. Donc je disais que ça existe dans les Alpes-Maritimes parce que c'est ce que fait le dispositif Espace partagé de santé publique, là, que je coordonne depuis maintenant plus de 10 ans, où on a créé là un espace qui permet de partager connaissances et expériences. Donc les gens se retrouvent dans cet espace-là. Ce n'est pas un espace qui est fait pour prendre la place d'une institution quelconque hein, ou d'un service quelconque. Ce n'est pas là pour se substituer à qui que ce soit. C'est juste là pour créer de l'enrichissement mutuel, de la réflexion commune, de la mise en application de compétences complémentaires. Et in fine, de produire de l'intelligence collective. Alors vous me direz, ça existe déjà, mais en fait non, ça n'existe pas. Je peux vous assurer que à part dans l'espace partagé, mais on l'a à peine entamé, commencé pour la question du Covid. Sinon, ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous remarquerez aussi là en réfléchissant, il n'y a pas d'espace où vous pouvez venir, par exemple, émettre une idée. Vous voyez, si vous êtes comme moi, par exemple, au département de santé publique, actuellement, je ne suis pas dans les comités de crise, hein, je ne suis pas, je suis pas dans les comités des institutions. Donc, par exemple, si j'ai une idée, je peux pas la partager en fait. Je peux la partager avec des collègues que je croise comme ça dans les couloirs, mais il n'y a pas d'espace où je peux dire, écoutez, moi j'ai une idée qui est peut-être complètement idiote, mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez.
Et donc, et la poser sur la table et d'avoir quelqu'un qui réagisse dessus en disant, ben, en fait, c'est pas complètement idiot ce que tu dis, mais on pourrait le dire plutôt comme ça. Et puis, il y a une troisième personne qui dirait, mais moi, je trouve que c'est quand même très intéressant si on l'envisage sous cet angle-là. Vous voyez, donc, une espèce de co-construction à partir de quelqu'un qui émet une idée et des gens qui vont essayer de la faire évoluer, peut-être de la reformuler, de la recontextualiser, et on s'aperçoit à ce moment-là que, par exemple, cette idée-là, eh ben, en fait, elle est vachement intéressante. Mais si cette idée ne peut pas être partagée, eh ben, du coup, elle va rester dans ma tête. Moi, ça va m'énerver éventuellement de ne pas pouvoir la partager, ça va me frustrer. Voilà, mais bon, voilà, je ne pourrais pas la partager. Donc, c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire. Alors là, vous en avez des exemples. Hein. Il y a des exemples, par exemple, au niveau même simplement clinique, par exemple. Il y a des équipes qui ont ouvert leur staff à toutes sortes de spécialités avec qui habituellement ils ne sont pas toujours en lien, par exemple avec des radiologues, avec des pneumologues, avec des cardiologues, avec des neurologues, qui sont venus et qui chacun a apporté, ils ont chacun apporté leurs compétences en disant, ben, moi je crois que, par exemple, sur l'histoire des pneumopathies, peut-être qu'il faudrait doser les dimères parce que je me demande s'il n'y a pas des questions d'embolie pulmonaire en fait sous-jacentes. Et puis, vous voyez, ça, les infectiologues, ils n'y avaient pas pensé du tout. Donc, s'ils étaient restés entre eux, bah, ils auraient fait évoluer leur pratique dans un cadre de spécialité d'infectiologie. Le fait d'avoir ouvert et d'avoir partagé des réflexions et des idées, et bah, du coup, ils ont progressé parce que d'autres spécialistes sont venus leur apporter leurs compétences. Donc, c'est un peu ces démarches-là. Donc là, je vous prends l'exemple de quelque chose qui se passe en intra-hospitalier, mais c'est encore plus puissant, si vous voulez, au niveau de l'échelle de la population. Hein. Comment on organise la prise en charge, comment on organise la prévention. Et là, il y a beaucoup de questions, parce qu'on est dans des problématiques très complexes aussi sur la prévention. Et certainement, voilà, s'il y avait des espaces comme ça où on peut discuter, donc là, on essaie de le faire. Hein. J'essaie de le mettre en place. Et si on pouvait avoir voilà, des personnes qui viennent discuter autour de comment on peut être plus performant en prévention, eh ben, on aurait, grâce à l'intelligence collective, peut-être des mesures qui seraient plus performantes que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très difficile. Vous voyez, ça ne coûte rien, hein, c'est juste une réunion qu'on fait. Il faut se mettre d'accord sur l'heure. On peut le faire par visio. Et puis là-dedans, on va passer 1 heure à partager sur un thème. Et puis après, on peut approfondir au travers d'un groupe de travail qui va proposer peut-être une action ou faire des recommandations qui peuvent être après reprises par les institutions qui sont compétentes pour les traiter. Donc ça, c'est un point vraiment très, très important, ce partage de connaissances, d'expériences, qui permet de faciliter la collaboration entre les acteurs. Donc c'est du décloisonnement aussi. Alors, troisième approche qu'on doit utiliser, alors celle-là, elle est aussi pas très compliquée, mais là aussi, si vous réfléchissez, vous trouvez certainement des exemples nombreux. C'est que nous, voilà, dans ce contexte-là, il faut utiliser l'analyse positive, bon, et aussi, si c'est possible, recherchant les déviants positifs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, bon, habituellement, vous savez, on a plutôt tendance à avoir une approche qui est plutôt négative. Enfin, moi, je le connais assez bien en épidémiologie, par exemple. Vous savez que j'ai fait faire une présentation d'études à des collègues, et puis je termine, là, je suis tout content de ce que j'ai présenté, puis donc il y a des questions, donc il y en a un qui lève le doigt, et je dis oui, alors, et le gars me dit, mais c'est complètement biaisé ton truc, parce que ceci, cela. Ouais, donc ça veut dire, bon, c'est très sympa ce que tu nous as présenté, mais c'est nul. En fait, ça vaut rien parce que c'est complètement biaisé, et donc on ne peut rien en tirer. Donc ça, c'est une approche qui est négative parce que en épidémiologie, on sait qu'il y a des biais. Voilà. Et toute la question de l'épidémiologie, c'est d'arriver à les contrôler et de les minimiser. Donc que quelqu'un dise qu'il y a des biais, ben ça, c'est pas surprenant parce qu'il y en a tout le temps. Mais de là à dire que de toute façon, ça vaut rien parce que c'est biaisé, ça, c'est pas complètement vrai. Et donc, c'est plutôt négatif. Et du coup, en faisant ça, ben, on se prive peut-être d'une information qui, même si elle est un peu biaisée, elle peut être quand même intéressante. Vous voyez. Donc, l'analyse positive, c'est plutôt de dire, tiens, un tel, il a fait ça. Bon,
j'ai un sens critique, hein, j'ai le droit aussi de dire que bon, c'est quand même pas forcément, ça me semble pas toujours très rigoureux ce qu'il a fait, mais c'est peut-être intéressant, et donc ça demande d'être approfondi et qu'on aille au bout de l'idée pour voir si éventuellement on peut l'utiliser. Mais ce qu'il ne faut pas faire, vous voyez, c'est ça, c'est dire ah non, 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 c'est pas possible, c'est à mettre à la poubelle tout de suite. Ça serait vraiment dommage. Et en fait, quand on réfléchit bien, il y a plein d'exemples comme ça, hein. Je peux vous en donner un autre qui n'a rien à voir avec le Covid, encore que. Voilà, on avait, avec le C3S, développé toute la relation avec le service d'infectiologie et le numéro d'appel qu'on voulait donner au médecin généraliste. Donc, le médecin généraliste fait le numéro, puis il tombe sur un des médecins d'astreinte du service d'infectiologie. C'est direct, pas de secrétaire, pas d'étudiant, pas d'infirmière, c'est directement avec le médecin, hein, sur son portable. Donc, on était super contents de ça. Donc, on dit, on va le diffuser, ça. Et puis, on a quelqu'un de l'ARS qui arrive et puis qui nous dit, ah non, non, tout ça c'est nul, on vous interdit de le faire. Donc, on l'a même pas expérimenté, vous voyez. Alors, bon, en fait, maintenant, on le fait, hein. Mais oui, vous avez une idée, elle est un peu innovante, il y a quelqu'un qui passe qui vous dit, non, non, c'est nul, ça vaut rien, c'est pas ça qu'il faut faire, et donc on le jette à la poubelle. Et en fait, c'est dommage parce que peut-être qu'on l'a peut-être pas présenté comme il faut, peut-être qu'il faudrait pas faire exactement comme ça, mais voilà, si on pouvait poursuivre, bah, certainement, ça pourrait arriver à quelque chose d'intéressant. Voilà. Et donc, les déviants positifs, hein, c'est quoi? Bah, c'est de regarder s'il n'y a pas des personnes qui, dans les mêmes conditions, ont fait différemment. Donc, ils ont les mêmes conditions que nous, les mêmes moyens, mais voilà, ils ont fait quelque chose qui a l'air de bien marcher. Et donc là, c'est de dire, bah, peut-être qu'on peut s'inspirer de ce qu'ils ont fait. Alors, ça peut être un pays étranger, ça peut être un autre département, un autre hôpital, vous voyez, ça peut être même des gens dans le département. Il y a un gars, là, je ne sais pas comment il a fait, il s'est organisé, et puis ça marche très très bien, son affaire, et donc peut-être on peut s'en inspirer. Donc il faut être ouvert à la diversité, comme on dit, et puis dire, bah, peut-être à des moments c'est intéressant de s'inspirer de ce qui se passe. Vous voyez, par exemple, pas dire, ah oui, non, mais par exemple, les Allemands, ils ont fait ça, ah oui, mais non, mais les Allemands, ça n'a rien à voir avec nous, hein. Non, mais on oublie, quoi. Vous voyez, on oublie, c'est pas le même peuple, pas la même culture, donc tout ce qu'ils font, ça ne peut pas s'appliquer ici. Bon, peut-être que ça demande quand même à être réfléchi. Il y a peut-être des choses qu'ils font qu'on peut faire nous aussi si c'est intéressant. Alors, en fait, c'est le quatrième point, c'est pas le cinquième point, je ne sais pas pourquoi il y a marqué 5. Donc le 5, c'est accroître la circulation de l'information. Donc ça, c'est super important aussi. Donc vous voyez, on a essayé de le faire là, avec Kevin et l'ARS en publiant. Alors on avait commencé avec le CHU dès le mois de mars. On publie tous les jours, là, et c'est toujours le cas, un bulletin pour tous les médecins du CHU, pour tout le personnel du CHU, de façon à ce qu'ils aient une vision de ce qui se passe vraiment. Et puis, depuis le mois de juillet, on a réussi, là aussi, ça n'a pas été évident à faire, mais bon, vous voyez, on s'est rapproché, on a réussi à faire maintenant un bulletin départemental qui est hebdomadaire, qui permet de suivre l'évolution de l'épidémie. Donc, vous voyez là, par exemple, qu'on est quand même en train de baisser, hein, donc, au niveau des tests. On revient à une situation qui était celle qui était à peu près ici. Et puis, donc, on attend là de voir si sur les hospitalisations, ben, ça diminue pas. Vous voyez qu'on est plutôt dans une espèce de plateau. Voilà. Et puis, on suit sur la carte les différents territoires et voir comment ils sont impactés. Donc ça, c'est déjà intéressant, la circulation de l'information, mais c'est plus que ça, hein. C'est plus que des bulletins, hein. C'est vraiment, j'ai des données sur la mortalité, mais je ne me les garde pas pour moi, l'optique de faire une publication, et surtout, je ne les diffuse pas pour pas qu'on me les pique et tout ça. Je les mets tout de suite, et ce qui est très important, je les mets tout de suite en circulation, mais c'est vraiment en circulation large. Ce n'est pas fait pour 3 médecins ou un établissement et l'info. Il faut que tout le monde puisse avoir l'information, pour que tout le monde puisse discuter dessus. Donc ça, c'est aussi, là aussi, on peut regarder ce qui existe, mais produire des données à travers notamment nos bases de données ou nos réflexions, donc des choses factuelles, et ensuite vraiment les partager largement. Ça, je pense que c'est super important parce que du coup, ça permet aux gens d'avoir le même référentiel. Hein, ce n'est pas des gens qui disent « Non, mais moi, j'ai entendu dire qu'en fait, tout ça, c'est pas vrai. » Les gens, il y a des gens effectivement âgés qui meurent, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui meurent. Vous voyez, on entend ça.
Il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont touchés. Bon, ben, si on peut partager les données qu'on a sur la mortalité, on peut voir si cette information-là, qui est peut-être vraie ailleurs, elle est vraie aussi dans le département des Alpes-Maritimes ou pas. Et donc, je vous disais, la moyenne d'âge 84 ans, les premiers cas qu'on a analysés sont vraiment des gens qui sont très, très, très âgés ou très, très, très malades par ailleurs. Et donc, ça ne correspond pas tout à fait pour l'instant à, oui, il y a quand même beaucoup de jeunes qui meurent. Mais voilà, ça doit être partagé de façon qu'on partage le même corpus de données et qu'on puisse se faire une opinion commune, de façon à pouvoir maintenir notre vision, notre stratégie et tout ça. Alors, oui, c'est inversé, là, c'est le 4e point. Alors, juste un petit mot, Christian, juste pour te dire qu'on a déjà 40 minutes et que... j'ai fini, là, j'arrive au dernier point. J'ai déjà un peu de temps pour la discussion. Ouais. Recourir à la stratégie émergente à l'expérimentation, donc ça, c'est très intéressant. Donc, c'est aller vers... c'est comprendre aussi qu'il y a des méthodes qu'on utilise qui sont, comme je disais, pas adaptées. Donc, on va regarder vite, hein, je vais passer tout de suite à la diapo, là. Vous voyez, donc, vous voyez dans les situations complexes, donc regardez de ce qu'il y a dans le rond, là, ben, on dit il faut faire des essais, enfin des essais particuliers qui s'appellent avec approche à échec intégrée, mais surtout, vous voyez, observer ce qui se passe, tenter de dégager des tendances. Et puis, voilà, si on a fait une petite expérimentation, ben, intensifier l'approche, hein, ce qu'on vous disait sur les approches positives. Bon, vous voyez ça, voilà, et donc ça permet de déterminer, d'utiliser les pratiques émergentes. Et ça c'est une autre façon de faire que celle qu'on a dans les situations dites compliquées, où là, on est dans une situation des bonnes pratiques, evidence-based. Donc, l'exemple type, c'est l'histoire de l'essai clinique Discovery. Hein. Vous vous rappelez, on nous disait, c'est ça qu'il faut faire, c'est des essais randomisés. On nous disait ça, donc en mars, on aura les résultats dès le mois de mars, et puis on aura un éclairage sur ce qu'il faut faire. Et puis, en fait, les résultats, on ne les a pas eu tout de suite, puis on ne les a pas eu, puis on ne les a pas eu, puis en fait, on ne les a toujours pas. Ouais. Alors, il y a d'autres façons de faire pour ça. C'est ce qu'on appelle des méthodes basées sur la pratique, c'est-à-dire que plutôt que de partir dans des grands protocoles qui sont très lourds, très coûteux et très longs à mettre en œuvre, il faut inclure beaucoup de patients, donc c'est très compliqué, on fait des choses plus simples, plus pragmatiques, c'est-à-dire qu'on teste directement, on va directement et on regarde ce qui se passe, que les résultats soient positifs ou négatifs. Vous voyez, on essaie de dégager une tendance, et si la tendance a l'air intéressante, à ce moment-là, on poursuit un peu plus. Donc ça s'appelle des essais basés sur la pratique, donc mettre les idées en pratique tout de suite et apprendre des résultats. Voilà, donc je crois que j'ai terminé là. Donc vous voyez, ces approches-là, elles permettent vraiment d'essayer de se sortir d'une situation dans laquelle on est ballotté, un peu comme dans une tempête, quoi. Tout change tout le temps et on n'arrive pas à se faire une idée. Ça peut être super angoissant. Et en plus, quand vous écoutez les experts, vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui... Enfin, vous avez du mal à vous situer parce qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, toutes ces approches que j'ai décrites, c'est ça qu'il faudrait mettre en place, en fait, dans le contexte actuel. C'est en tout cas ce que je pense. Et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé à tenir une ligne à peu près stable dans tous les rebondissements qu'on a connus, toujours en disant, attendez, on est en situation complexe, donc c'est quoi la vision? C'est quoi, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut faire ça, faire ça, faire ça. Donc, et c'est pas anormal que tous les gens soient pas d'accord, et c'est pas anormal que finalement on sache pas tout, mais on peut s'organiser pour améliorer les choses. Voilà. Donc, j'espère que cette présentation vous a intéressé, puis je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Christian, pour cette présentation très intéressante. J'imagine que la première phase est peut-être la plus difficile. Adopter une vision commune, c'est peut-être une étape à franchir au préalable. Mais mettre donc tout le monde d'accord, on s'est rendu compte que c'est peut-être ça, au moins sur l'objectif, c'était peut-être ça qui était le plus difficile. Oui, alors ça demande... Là aussi, hein, il faut être réaliste. Hein, donc, ce que je disais sur le fait que les gens ne soient pas d'accord, ça se retrouve à tous les échelons. Hein, donc, oui. Si on prend un service hospitalier, il y a la même chose. Il y a des gens qui pensent que c'est très, très grave. Il y a des gens qui pensent que ce n'est pas grave. Ils ne sont pas d'accord sur les stratégies forcément thérapeutiques et tout. Et donc, ça peut prendre un peu de temps. Hein, donc, il faut aussi se donner les moyens d'y arriver.